Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Je te propose qu'on commence par disrupter les bonnes manières et que tu prennes la parole en premier. Avec plaisir. Nous vous remercions d'être présents parmi nous. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet qui alimente beaucoup de fantasmes, qui fait couler beaucoup d'encre et qui tourne autour du monde des GAFA. Vont-ils disrupter nos métiers de l'immobilier? Allons-nous tous disparaître? Allons-nous tous mourir? C'est la question qu'on s'est posée avec Isabelle et on a tenté d'y répondre. Petit rappel, pour commencer cette présentation, qui sont les GAFA, qui sont les NATU? Les GAFA, ce sont ces génies de l'e-commerce qui ont changé nos habitudes, qui ont changé notre quotidien et qui sont omniprésents. On les appelle les Google, les Amazon, les Facebook et les Apple. Ils sont complétés par les NATU, qui sont un petit peu moins puissants mais tout aussi visibles, que sont les Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Pour préparer cette étude avec Isabelle, nous nous sommes attachés à faire un constat réel de ce qui existe vraiment, avant de parler de mythologie, de fantasmes, d'avoir des idées sur ce qui pourrait devenir. Nous avons décidé de nous attacher à la réalité des choses. Donc, on a passé en revue l'ensemble des GAFA et on a regardé ce qui s'est réellement produit sur le marché de l'immobilier depuis ces dernières années. Je vous propose pour commencer de parler du plus illustre d'entre eux, en l'occurrence Google, qui dès 2009, avec son outil de listing et de géolocalisation d'annonces immobilières, envoyait un grand signal au marché en devenant tout simplement un portail immobilier comme un autre, à la différence près qu'il était avec une URL qui s'appelle www.google.com et qui fait un petit peu d'audience, et qui proposait une expérience client très enrichissante, puisque en plus d'avoir accès à de la recherche traditionnelle avec des critères de prix, de surface, évidemment de localisation, on avait accès à une localisation précise de l'ensemble des biens, puisque vous le savez, le fonctionnement du marché américain est quand même différent du fonctionnement du marché français. Il est beaucoup plus facile pour un opérateur américain d'avoir accès à toute la data qui est disponible en open source et qui est régie par des lois beaucoup plus souples que les nôtres. Donc le fait de pouvoir annoncer des listings immobiliers en ajoutant de la géolocalisation précise ouvrait le champ à Google pour une expérience utilisateur très différente de la plupart des portails qui existaient alors. Il s'avère que cette expérience n'a duré que jusqu'à 2011, puisqu'en 2011, ce listing immobilier a disparu, et peut-être la volonté de Google avec de faire partie du marché des portails immobiliers américains. Néanmoins, Google n'est pas resté sur cet aveu d'échec, puisque en 2014, Google investissait dans une plateforme de vente aux enchères qui s'appelle Auction.com, qui a depuis fusionné avec 10X et qui est une plateforme qui s'est particulièrement démarquée et qui a beaucoup fait parler d'elle après la crise des subprimes. Il y a de très nombreuses ventes qui ont été faites par cet intermédiaire et Google s'y est intéressé puisqu'ils ont investi 50 millions d'euros dès l'année 2014 pour monter au capital de cette entreprise. Parallèlement, Google a racheté complètement en 2014 Homelight, qui est ni plus ni moins qu'une plateforme de matching entre les particuliers et les professionnels, une espèce de Tinder de l'immobilier. Enfin, Google toujours a, en 2015, pris une participation importante dans le portail immobilier Common Floor, qui n'est autre que le portail leader sur le marché indien. En parallèle de ces actions directement sur la petite annonce ou sur les portails, Google a multiplié les initiatives qui gravitent autour de l'immobilier. Ils ont notamment investi dans Lemonade, un AssureTech, assurance techno, qui promet aux propriétaires et aux locataires d'être assurés en 90 secondes ou d'être remboursés d'un sinistre en 3 minutes, ce à grand renfort d'algorithmes et de chatbots. Donc Google a investi dans cet acteur qui a levé 120 millions de dollars l'année dernière. Ils ont aussi eu un comparateur de prêts immobiliers qui a d'abord existé jusqu'en 2012, qui a ensuite disparu, qui a été réouvert en 2015. Pour cela, d'ailleurs, ils étaient partenaires de Zillow avec la branche Mortgage, donc prêt immobilier de Zillow. Et ça a existé aux États-Unis et en Angleterre. Ils l'ont fermé en 2016. On peut s'interroger d'ailleurs sur ces événements successifs, d'avoir un Google, ça s'appelait Google Compare, comme vous avez aujourd'hui Google Flight ou Google Shopping, et vous pouviez y trouver de l'assurance automobile, maison et prêt immobilier.
On peut se demander, et on le voit d'ailleurs avec les portails, finalement, Google aurait peut-être plus de succès en tant qu'investisseur qui investit dans des startups dont c'est le cœur de métier, qu'à diversifier ses services sous sa propre marque, sur sa propre marque Google. Néanmoins, ça ne les empêche pas d'essayer de développer d'autres choses en tant que Google. Ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle le Home Service. Ils génèrent des leads pour des small business. Donc ici, c'est le cas des plombiers, par exemple, ou des services de ménage dans la baie de San Francisco. Si vous cherchez plombier, vous obtenez un résultat comme ça. Vous êtes familier peut-être de Google Shopping. C'est ces petites vignettes. Alors là, on n'a pas la photo du plombier, mais on a les reviews, évidemment, c'est important, pour faire le choix d'une mise en relation. Et là, l'internaute peut demander à travailler avec tel ou tel plombier. Pour l'instant, il n'y a pas d'agents immobiliers qui sont référencés par ce service, mais évidemment, on peut légitimement se poser la question demain d'une génération de leads directs aux agents immobiliers. Je le vois plutôt d'ailleurs comme une opportunité pour ces derniers. Enfin, dans un tout autre registre, un partenariat avec Matterport, qui est présent sur le salon, est souvent présenté comme le spécialiste de la visite virtuelle dans l'immobilier. L'objectif de cette association, c'est de créer en quelque sorte le street view de l'intérieur et de faciliter la création de visites virtuelles, visites 3D, de biens immobiliers, mais là on est plutôt dans l'immobilier de commerce, des hôtels, des restaurants ou alors des bureaux à louer. Personnellement, j'y vois pas là un souhait de Google de venir faire de la visite immobilière maison par maison, mais plutôt d'enrichir l'expérience de leur internaute au moment de faire un choix d'hôtel, de restaurant et de pouvoir faire des visites. Donc je pense que le développement de ce type de partenariat et de la visite virtuelle, si ça se démocratise, ne viendra que démocratiser aussi la visite virtuelle dans l'immobilier. Mais j'y vois pas un souhait de Google de remplacer l'agent qui fait des visites virtuelles. En attendant, toutes ces actions, toutes ces acquisitions de la part de Google montrent un intérêt évident pour le marché de l'immobilier. Amazon, qui sur certains sujets est en concurrence avec Google. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Amazon Key, lancé l'année dernière, qui a fait un peu peur. Amazon Key, c'est quoi? C'est l'association d'un smart lock, le fait d'avoir un cadenas connecté, à une caméra de sécurité pour permettre aux livreurs d'Amazon de déposer vos paquets chez vous, à l'intérieur, plutôt que devant chez vous. Ça a fait couler de l'encre dans les blogs immobiliers. La question était tout de suite, est-ce que ça va remplacer l'agent immobilier, puisqu'on n'aura plus besoin de lui pour ouvrir les maisons? Alors c'est quand même un raccourci assez rapide qui cantonnerait l'agent au rôle de passe-partout. L'agent immobilier américain n'a d'ailleurs pas attendu Amazon pour utiliser ce qu'on appelle les smart locks et ces fameux cadenas connectés. Et d'autre part, de la part d'Amazon, ça reste un service qui est accessible à ses membres Prime, pour lequel il faut payer. Là encore, on y voit plutôt une stratégie de la part d'Amazon auprès de ses propres membres pour les upseller, pour les rassurer sur ceux qui se font voler des paquets, plus qu'un souhait de venir prendre le métier d'agent immobilier. Amazon, toujours autre opération. Je venais de vous parler de Google. Amazon est un peu plus en avance que Google sur ce qu'on appelle le Home Service. Là encore, je ne sais pas si vous êtes familier, mais aux États-Unis, dans les départements de ce grand magasin, vous avez toutes sortes de programmes, dont un qui s'appelle Home Service, sur lequel vous pouvez trouver tout type de métiers de la maison. Donc ces métiers de la maison, ça va être service de ménage, plombier, réparateur de clim. Deux métiers intéressants qui sont référencés sont quand même le homestager. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver un homestager en passant par Amazon. Et un autre qui est le home inspector. C'est cette personne qui, dans de nombreux États, joue un rôle dans la transaction immobilière, puisqu'il a un rôle de venir inspecter votre maison. Et d'ailleurs, quand vous êtes sur cette page, on vous recommande, au moment de choisir un home inspector, d'en parler à votre agent immobilier. Donc là, clairement, on est aussi dans une logique de génération de leads à des métiers qui ne vendent pas des produits, mais qui vendent du service et qui ont besoin de visibilité parce que ce sont souvent des petites structures. On peut s'interroger là encore sur l'agent immobilier. Alors aujourd'hui, ça n'est pas proposé sur Amazon, mais vous pouvez poser votre candidature et là, vous avez la catégorie « Je suis agent immobilier ». Si vous faites le test, Amazon vous répond « Pour le moment, ce service n'est pas ouvert aux agents immobiliers. On vous tiendra au courant si ça l'est dans votre zone ». Donc une opportunité peut-être à venir là encore pour les agents. Amazon, toujours, a beaucoup surpris son monde en juillet 2017 en sortant une fonctionnalité sous une rubrique appelée Realtor. L'idée d'Amazon,
était tout simplement de vous permettre de trouver l'agent immobilier le plus proche de chez vous, qui correspondait davantage à le plus à vos critères de recherche. Donc, encore une fois, on est dans un business de génération de leads, de mise en relation. Il s'avère que ce service a une particularité, c'est qu'il a duré une journée avant d'être retiré. Donc, il a fait beaucoup parler pour pas grand-chose. Amazon toujours. On est en Espagne cette fois-ci, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2017, on a un promoteur espagnol, Altamira, qui décide de promouvoir un programme immobilier neuf intégralement sur la plateforme Amazon. Donc là, surprise de tous les spécialistes du marché, de tous les portails, etc. Ça y est, Amazon vend des biens immobiliers et plus seulement du liquide vaisselle ou des croquettes pour chat. Ils vendent aussi des biens, ils vendent aussi des appartements sur leur plateforme. En fait, il n'en était rien, c'était simplement une initiative privée d'un promoteur qui a utilisé l'offre display, l'offre publicitaire d'Amazon pour acheter des encarts et promouvoir sa nouvelle résidence. Ça a eu pour effet de générer énormément de contacts, de leads et de faire énormément parler. De là à se poser la question, tiens, et si Amazon pouvait à l'avenir proposer ce genre de promotion, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ce serait intéressant? C'est la question qu'on se pose bien évidemment. Alors sortons un petit peu d'un mode plutôt publicitaire et de génération de leads et parlons quand même un peu de maisons connectées puisqu'il s'agit de disruption. Google et Amazon sont tous les deux en compétition sur ce sujet. Google a racheté Nest, Amazon a tout un département robotique et vous avez peut-être entendu parler de l'association qu'ils ont fait avec Lennar Construction depuis l'année dernière dans 15 villes des États-Unis. Les maisons témoins de ce constructeur immobilier sont toutes équipées de tout l'attirail d'objets connectés dont dispose Amazon. En fait, c'est ni plus ni moins une nouvelle forme de showroom pour Amazon qui veut montrer à l'acheteur potentiel ce que c'est que la réalité d'une maison avec Alexa. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'elle fait. Vous connaissez Echo Dot et Alexa. Donc c'est plus une logique, on va dire, de showroom pour promouvoir leurs produits. Je ne pense pas qu'Amazon ait vocation demain à se lancer dans la construction. Après, ce qui est intéressant, c'est que Google et Amazon, leur enjeu, vraiment, c'est d'être le premier concierge de la maison. En vous vendant, ce n'est pas des objets qu'on achète plusieurs fois. Une fois que vous avez Alexa dans votre maison, vous n'allez pas prendre Google. Donc, c'est être le concierge de votre maison. Évidemment, ils vont collecter énormément de data sur vous en tant que consommateur, en tant que propriétaire ou locataire de votre maison. Et c'est là que on peut le voir encore peut-être comme une opportunité à savoir mieux servir de la publicité ou du service après aux propriétaires et aux agents immobiliers. Et si on veut aller encore plus loin dans la peut-être perspective d'avenir, je vais faire court, mais vous avez entendu parler des e-buyers. Les e-buyers sont ces gens qui achètent des maisons en 48 heures et qui les remettent sur le marché. Demain, on peut imaginer qu'Amazon fasse un partenariat avec ces e-buyers et que toute maison disponible à la vente soit une maison équipée de la maison connectée. C'est peut-être un avenir qui vous paraît un peu lointain en France, mais je vous promets qu'aux États-Unis, de plus en plus, tout le monde a sa petite assistante personnelle qui vous donne la météo. Merci Isabelle. Nous avons parlé de Google, nous avons parlé d'Amazon. Je vous propose de parler d'un autre acteur que tout le monde ou presque utilise aujourd'hui, Airbnb. Donc Airbnb présente une particularité, c'est qu'ils sont arrivés sur le marché de la location saisonnière depuis maintenant quelques années, où ils ont réussi à se tailler la part du lion, puisque aujourd'hui c'est un acteur incontournable de la location saisonnière. Et nous avons assisté à une initiative extrêmement intéressante en juin 2018, où un réseau immobilier, en l'occurrence Century 21, a annoncé un partenariat d'envergure avec cette plateforme Airbnb et a mis au point un service qui arrive à concilier les intérêts de toutes les parties. En l'occurrence, l'idée est de réguler un petit peu le flux des locations saisonnières, puisque, on le sait aujourd'hui, beaucoup de propriétaires mettent à la location saisonnière leurs biens. Le problème, c'est que beaucoup de locataires le font aussi sans en avoir l'autorisation. Donc l'idée, c'était plutôt que d'ignorer ce fait, c'était d'essayer de l'encadrer. Et donc, une initiative a été mise en place qui permet un avenant à un bail existant pour faire en sorte que les locations saisonnières qui sont mises en place sur le bien profitent aussi bien au locataire, qui est à la base de la démarche, à 70%, au propriétaire, qui a quand même fait l'effort de payer le bien à la base, et à l'agent immobilier qui va servir d'intermédiaire.
Donc là, on est sur une action qui est extrêmement intéressante. Pour l'instant, c'est une expérience qui est menée uniquement en région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. On regardera avec beaucoup d'intérêt comment elle évolue dans les trimestres à venir. Mais on est typiquement face à un cas de figure où vous avez un acteur existant du monde de l'immobilier qui est en train de tirer profit quelque part eh bien du succès d'une plateforme américaine de type GAFA ou Natou et qui travaille avec pour créer une valeur ajoutée. Facebook, le voilà. Facebook, aujourd'hui, a deux initiatives évidemment à commenter. La première, qui nous vient des États-Unis, donc peut-être que vous ne connaissez pas, c'est leur produit qui s'appelle Dynamic Ads. C'est une espèce de Criteo de l'immobilier, c'est du retargeting. Le principe, c'est que si vous êtes agent immobilier qui veut annoncer sur Facebook, HomeSnap, un portail immobilier, produira pour vous vos annonces de manière dynamique à partir de vos listings et l'enverra ensuite auprès des internautes sur Facebook, dans l'ensemble du site Facebook, à la fois en utilisant vos critères sociodémographiques et régionaux. Et la force du produit aussi vient du fait que ce sont des internautes qui ont visité par ailleurs le site HomeSnap, un site immobilier. Donc on est vraiment dans un ciblage d'internautes en recherche active immobilière avec les critères qui vous intéressent par rapport au type de bien. Donc pour le professionnel, c'est un outil publicitaire qui allie à la fois la puissance de Facebook et toute la pertinence du ciblage qui est possible de faire du Facebook, sur Facebook avec la facilité d'un produit dynamique. Donc ça, c'est un produit qui cible les pros. Absolument, et le produit dont tu nous parles est disponible aux États-Unis. Il s'avère que... Vous voulez nous dire autre chose, je crois. Je voulais dire autre chose, mais si tu as un commentaire. Mais non. Donc l'autre chose que vous connaissez, c'est Facebook Marketplace, qui existe d'ores et déjà aux États-Unis depuis 2016 et ouverte aux professionnels en 2017. Facebook Marketplace, c'est l'endroit où vous allez pour trouver des choses à vendre ou à acheter. Donc il n'y a pas que du logement, mais en matière de logement, il y a notamment une catégorie location. Il semblerait qu'aux États-Unis, Facebook ait d'abord insisté sur le marché de la location, ce qui fait sens d'une part parce que c'est un marché très dynamique, très fluide. Les baux aux États-Unis ne durent qu'un an. C'est parfois même le mois que vous louez un logement. Donc il y a énormément d'offres et de demandes qui se fait dans la location. C'est aussi par nature une cible de consommateurs plus jeunes, ces fameux millénials qui sont ultra captifs sur Facebook. Et c'est un secteur qui est un peu moins, on va dire, structuré. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais si vous avez entendu parler des MLS, les offres à la location sont un peu moins structurées avec des sources officielles comme ça l'est dans la vente. Donc Facebook a clairement une carte à jouer, à se renforcer sur ce marché-là. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont plutôt vus, cette marketplace, comme le grand concurrent d'un Craigslist, où tout un chacun peut trouver, mettre son logement en location ou trouver un logement à louer. Après, vous avez le simple dépôt d'annonce aussi dans cette marketplace, le fait de passer à titre individuel une annonce pour une maison à vendre ou à louer, ça existe. On vous demande de prendre des photos, de remplir quelques critères et votre annonce est diffusée dans la marketplace. Mais on va dire que ça reste un produit relatif, c'est assez minimaliste pour que l'utilisateur se l'approprie facilement et c'est probablement pour ça qu'ils ont créé Dynamic Ads pour cibler les professionnels et être sur du volume. Absolument. Et donc, on parle de Facebook aux États-Unis, mais figure-toi, Isabelle, que depuis quelques jours, eh bien, le même service est disponible en France. Et c'est un mini-événement, puisque la marketplace de Facebook est ouverte depuis le 25 septembre dernier aux professionnels de l'immobilier, qui ont désormais le loisir de pouvoir y pousser leurs annonces de location. Donc, c'est une annonce qui est importante, puisque dans l'ordre établi des portails immobiliers que nous connaissons bien, il risque d'y avoir des changements, puisque Facebook, fort de son audience de 35 millions d'utilisateurs quotidiens, risque de bouger un petit peu les lignes et d'apporter une opportunité supplémentaire aux professionnels de l'immobilier qui vont pouvoir entrer en contact directement avec la marketplace et ses usagers. Alors là aussi, Facebook propose une expérience utilisateur agréable, simple, facile. On peut par exemple rechercher un logement en fonction de l'acceptation ou non de son animal préféré, un chien, un chat. On peut avoir accès à tous les critères de recherche habituels auxquels on est habitué. La plupart des biens, pour ne pas dire tous, sont géolocalisés sur cette plateforme. Et l'avantage énorme que Facebook
a vis-à-vis des autres plateformes de diffusion plus traditionnelles, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dessus puisqu'on y est déjà. La plupart d'entre nous utilisons Facebook au quotidien, ce qui nous donne un accès direct aux annonces immobilières notamment, et on peut très bien imaginer que compte tenu du fait que nous connaissons Facebook et que Facebook nous connaît également, on peut imaginer demain avoir accès à des annonces qui nous concernent particulièrement. Je suis très fier et très heureux d'avoir été choisi parmi les 3 partenaires qui ont le potentiel technique de pousser les annonces des professionnels depuis quelques jours, et nous sommes très impatients de voir les résultats que cela va montrer, donner dans les années à venir, et nous ne doutons pas que ça va bousculer un petit peu l'ordre établi des choses. Maintenant que nous avons fait un constat ensemble des initiatives réelles des GAFA et des NATU sur le marché de l'immobilier, nous sommes posé la question de quelles pouvaient être les options supplémentaires pour ces acteurs pour s'implanter sur nos marchés, pour venir les disrupter, venir les remettre en question. Alors Olivier, je partage avec toi un peu mon quotidien floridien. J'habite en Floride, un pays où il fait beau et chaud et où toutes les maisons ne sont pas forcément occupées à l'année, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Et où tu as Donald Trump aussi. Pardon ? Et où tu as Donald Trump aussi. Et des agents immobiliers me disent, moi je recommande à mes clients, quand ils viennent me voir, de l'étranger ou d'un autre État ou d'une ville où il y a 4 heures de route, comme ils vont venir 3 jours ou une semaine, je leur dis, installez-vous dans un Airbnb, éventuellement dans la maison elle-même, parce que parfois certaines maisons, au moment où elles sont mises en vente, si elles sont plus habitées, peuvent très bien être mises en location, ou à défaut de la maison elle-même dans le quartier. Et lorsqu'on m'a dit ça, je me suis dit, mais ça tombe sous le sens en fait. S'apprêter à acheter une maison et pouvoir expérimenter le temps d'un week-end ou de 3 jours, le trafic, les commerces autour, visiter l'école, ça fait sens et ça existe aujourd'hui. Ça se pratique finalement de manière officieuse. Sur Facebook Marketplace, j'ai vu une annonce de location qui disait « essayez avant d'acheter ». Et donc si on a envie de commencer à rêver à un certain futur de l'immobilier, si demain Airbnb, sachant que ça se pratique déjà, commencez à proposer à tous ces hôtes, vous envisagez de mettre en vente, proposez à vos futurs acheteurs d'essayer le bien. On est là pour le coup dans une pratique un peu disruptive où la mise en relation du propriétaire et de l'acheteur se ferait de manière immédiate, avec en plus un service nouveau rendu à l'acheteur qui n'est pas inintéressant. Oui, on essaye bien une voiture avant de l'acheter, un pantalon avant de le mettre. Pourquoi est-ce que finalement on n'achèterait pas une maison avant de l'habiter? Ça te paraît tellement évident que visiblement on n'y a pas pensé, et demain ça pourrait être une pratique absolument courante et quotidienne que d'essayer de s'immerger dans un quartier avant de décider d'y habiter. Alors, il ne s'agit pas d'un GAFA, il ne s'agit pas non plus d'un atout, mais on a quand même eu envie de vous en parler. C'est une plateforme qui s'appelle Curb Call, depuis peu, qui est devenue Connect Now, et dont le principe est assez effrayant. Il s'agit en fait d'une rencontre, un mix entre un Tinder et un Uber. L'idée, en fait, vous êtes dans un quartier aux États-Unis, vous vous promenez et vous passez devant une maison. Il se trouve que cette maison, elle est pas mal et vous aimeriez bien la visiter parce que justement, vous êtes en pleine recherche. Eh bien, aujourd'hui, le modèle, il est en place depuis des siècles. Vous contactez le numéro si toutefois on veut bien vous répondre et qu'on est dans des jours ouvrés et qu'on n'est pas le soir ou le week-end. Et si vous arrivez à avoir quelqu'un de disponible, eh bien vous demandez à visiter le bien en positionnant un rendez-vous qui aura lieu peut-être le lendemain, peut-être aussi la semaine qui suit. Là, il n'en est rien. Lorsque vous voyez un bien à la location ou à la vente, il vous suffit de composer le numéro qui est affiché sur le panneau sur la villa ou la maison pour être mis en relation instantanément avec le professionnel le plus proche de chez vous. Donc c'est une plateforme qui a ubérisé des milliers d'agents immobiliers, qui les référence sur cette plateforme et qui vous permet d'être mis en relation instantanément. Donc je suis devant la villa, j'ai envie de la visiter, je le fais savoir en envoyant un message à la plateforme. La plateforme me dit, il y a un tel qui est à 1 km, il sera là dans 5 minutes. Et j'ai mon agent immobilier qui arrive avec le système de lock keys que vous avez vu tout à l'heure comme Amazon. Il peut facilement, puisqu'il est agréé par la plateforme, recevoir le code d'accès qui lui permet de déverrouiller, d'avoir accès à la clé et de me faire visiter le bien que je viens juste de détecter, de voir et que j'ai envie de voir maintenant. Alors c'est assez
c'est assez inquiétant parce que là, on est vraiment dans le cadre d'une numérisation. Et si on vous en parle, c'est parce qu'on s'est demandé ce que ça pouvait donner si c'était mis demain entre les mains de gens qui ont des moyens colossaux et qui pourraient industrialiser cette méthode. Parce que, dans un premier temps, ce sont des agents immobiliers qui vont venir vous voir. Demain, ce seront peut-être des livreurs de colis ou de pizza qui seront également agréés par la plateforme et qui auront eux aussi le code pour vous faire visiter le bien. Donc il y a une problématique de valorisation de la valeur de la prestation, évidemment. Et puis ensuite, il y a également un sujet sur la maîtrise de vos métiers par une plateforme qui va demain décider quel est le pourcentage que vous devez recevoir pour avoir fait ce travail. Donc là, on est typiquement dans un cas qui pourrait complètement disrupter l'immobilier puisqu'il apporte une expérience utilisateur qui est quand même assez agréable, assez pratique. Et en même temps, il vient remettre complètement en cause les fondements d'un métier qu'on connaît bien. Parmi les différentes actions, on a bien vu tout à l'heure que certains GAFA n'hésitent pas à se rapprocher des organismes traditionnels en ayant recours à des prêts, en ayant un métier d'intermédiation dans la banque, dans la finance, également dans l'assurance. Et nous nous sommes interrogés avec Isabelle, nous nous sommes aperçus que bien, ça pouvait aller bien plus loin que ça. Et que les GAFA, demain, pouvaient devenir potentiellement de vraies institutions bancaires, de vraies institutions d'assurance, voire des courtiers majeurs de leur marché. Et que tout ça pouvait, à terme, eh bien, représenter une expérience utilisateur là aussi complètement différenciante, puisque si on y ajoute la possibilité pour un GAFA de vous proposer des biens à la vente ou à la location pour ensuite vous proposer son accompagnement sur le financement, sur l'assurance du dit bien, eh bien, on est potentiellement face à un cas de disruption puisqu'on apporte une expérience utilisateur où de nombreux intermédiaires pourraient être supprimés et apporter une expérience complètement différente. J'ajoute 2 éléments là-dessus. Amazon a récemment fait l'acquisition d'une société d'assurance dans la santé et toute l'industrie immobilière s'attend à ce qu'un jour ils fassent un investissement similaire dans la maison, en tout cas assurance de la maison, ce qui va dans le sens de leur stratégie de cette fameuse maison connectée. Un ensemble de produits qu'ils ont touche à prévenir les feux, etc. Donc ça fait sens aussi d'être celui qui assure et demain ça pourrait être du prêt immobilier. Pour l'instant c'est hypothétique mais le marché s'y prépare et une étude a montré cette année en 2018 qu'un Américain sur 3 est prêt aujourd'hui à s'assurer, non plus auprès d'assureurs institutionnels, mais auprès de ce qu'on appelle les big take, donc ces fameux GAFA. Alors 1 sur 3, finalement c'est pas beaucoup, il en reste 2 sur 3 qui ne seraient pas encore prêts à ça, mais 1 sur 3 c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans quand l'étude avait été créée. Donc l'idée arrive petit à petit que oui, moi je suis prêt à souscrire mon assurance maison auprès de ces gens-là. Merci Isabelle. Mais de rien. C'est vrai que quand on se place du point de vue du particulier, on peut imaginer que de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur, plutôt qu'en avoir 10, l'agent immobilier, le banquier, l'assureur, le prêteur, etc., ça peut être intéressant. Les portails immobiliers, pour s'implanter, on l'a évoqué déjà plusieurs fois. Je crois que l'intitulé de la conférence, c'est la disruption. On entend par là, est-ce que les agents immobiliers auront le même sort que les taxis ? Plutôt que disruption, on a essayé plutôt de parler d'opportunités et de menaces. Pour Olivier et moi, clairement, aujourd'hui, les GAFA sont une menace surtout pour les portails. Ce sont des médias, c'est des médias de mise en relation. Leur cœur de métier repose sur le fait de vendre de la publicité et des produits. Ils y arrivent très bien et on a vu qu'ils multipliaient les initiatives dans l'immobilier. Donc demain, le vrai sujet, c'est je suis agent immobilier et là, je parle toujours moi pour les États-Unis. Ces gens-là sont héroïstes, ils mesurent, ils tracent les sources. Vous le lisez dans les articles, ils savent vous dire j'ai un lead sur Facebook qui m'a coûté $5, j'ai un lead sur Zillow en moyenne qui me coûte $100. Ils ont cette conscience-là. Donc si demain, quand vous leur parlez réseaux sociaux, ils sont contents. C'est une opportunité pour eux de faire leur business différemment, de promouvoir leur agence et de collecter du lead. Donc la menace au sens portail, elle vient pour les portails plus que pour les professionnels, je dirais, du point de vue américain en tout cas. Et
effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est sur le fameux secteur de la location. Est-ce qu'avec un usage démultiplié de Facebook ou demain de home service sur Amazon, l'internaute se dira que c'est de plus en plus facile d'entrer en relation directement avec le propriétaire? La question se pose, mais pour l'instant, on est vraiment plus dans un modèle de génération de leads. Absolument. Quand on se pose la question de quelles pourraient être les opportunités des GAFA, on ne peut pas s'empêcher de se poser également la question de savoir quels pourraient être les freins à leur développement sur notre marché. Eh bien, ces freins, ils sont évidemment nombreux. Il ne faut pas oublier que nous sommes en France et qu'en France, beaucoup de choses sont compliquées, à commencer par la législation. La législation française, qui en plus est renforcée par la législation européenne, on l'a vu ces dernières années avec l'arrivée de la loi Allure, de la RGPD, de la loi Elan, etc. Ils n'aiment pas trop ça, les GAFA, hein, les contraintes juridiques comme ça, les contraintes techniques. Eux, au contraire, ce qu'ils aiment bien, c'est automatiser les choses, c'est apporter une plus-value technologique. Et là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans la technologie. Là, on est dans la bonne vieille administration. Et il s'avère, eh bien, en tout cas, c'est mon avis, puisque je suis aussi concerné par le marché de l'immobilier en tant qu'éditeur de logiciels, que ce sont autant de plus-values qui sont apportées à nos métiers. Ils les rendent plus complexes, ils les rendent plus contraignants, c'est vrai, mais en même temps, s'ils ne l'étaient pas, eh bien, peut-être que d'autres les feraient et peut-être plus facilement que nous, et que personne n'aurait besoin ni des agents immobiliers, ni des sociétés informatiques qui travaillent avec. Et en l'occurrence, eh bien, ces lois qui viennent régenter un petit peu le quotidien de l'agent immobilier viennent imposer un cadre et viennent faire respecter aussi, eh bien, des règles qui sont pas de nature à être automatisées par des plateformes informatiques. Il faut rappeler également que lorsqu'on parle d'acquisition en immobilier, nous sommes sur des cycles de vente qui sont longs, qui sont fastidieux, qui font appel à de nombreux intermédiaires. Nous sommes face à une lourdeur administrative avec des délais incompressibles entre la signature d'un compromis et d'un acte de vente, par exemple, et les intermédiaires tels que les notaires, etc., sont absolument incontournables. Donc là aussi, ce n'est pas évident pour un GAFA qui est basé dans la Silicon Valley, eh bien, de composer avec nos notaires. On ne peut pas parler de freins sans évoquer évidemment l'immense expertise de nos professionnels et leur talent pour exercer leur métier. Je rappelle que depuis quelques semaines, le statut d'agent immobilier est enfin reconnu sous l'impulsion de Jean-Marc Thorion et de la FNAIM qui a obtenu ce nouveau statut. Vous avez également des obligations de formation, donc vous avez un métier qui est régulé, avec notamment la fameuse loi Allure qui vous oblige de réaliser 43 heures de formation tous les 3 ans. Donc ça aussi, ce sont des choses qui viennent complexifier l'accès à ce marché et on peut peut-être même espérer que d'autres lois Allure arriveront et rendront nos métiers encore un peu plus complexes pour peut-être mieux les protéger. Une autre chose à signaler, et notamment pour le marché américain, c'est pour que la marketplace et pour que la transaction immobilière ait lieu, avec une rencontre entre acheteurs et vendeurs, à un moment donné, il faut quand même sourcer de la data. Il faut avoir ces fameuses petites annonces. Et aux États-Unis, c'est quand même l'agent immobilier, le professionnel, qui est à la source de ces annonces. Il a le fameux système des MLS, où le broker qui signe un mandat exclusif, c'est le royaume du mandat exclusif partagé, envoie ensuite cela au MLS et les MLS choisissent derrière avec qui ils vont travailler en termes de portail et où sont diffusées les annonces. Cette difficulté à sourcer des annonces et le rôle de l'agent immobilier que l'on voit comme sourceur au début de la chaîne vient d'être illustré récemment avec les e-buyers. On ne va pas trop en parler, il y a une table ronde dessus demain, mais vous n'êtes pas sans savoir que ces gens qui offrent d'acheter des maisons en ligne en 48 heures sont en train de faire l'actu, ils se développent très bien, merci pour eux. Zillow, le portail numéro 1, a créé son propre programme d'e-buyer et des gros réseaux comme Realogy avec Coldwell Banker vient d'annoncer son programme e-buyer. Keller Williams vient d'annoncer qu'ils travaillaient sur un programme e-buyer et Opendoor, qui est la start-up e-buyer la plus connue, vient d'acheter un réseau d'agences immobilières. Donc ce phénomène de e-buyer n'exclut pas du tout l'agent immobilier, tout simplement parce qu'à un moment donné, pour avoir des maisons à acheter ou à vendre, on a besoin du professionnel. Et d'ailleurs, on le voit avec Facebook, pour amorcer le démarrage d'une marketplace, ils ont choisi de faire des partenariats, j'ai oublié de le dire, aux États-Unis avec Zumper et Apartment List, ou ici en France, Olivier l'a évoqué. Donc
au final, ce qu'il est en train de se passer, c'est peut-être plutôt que les GAFA peuvent devenir un média de référence, à la fois pour chercher un logement ou pour trouver un agent immobilier. Il est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette culture d'avoir un agent qui représente le vendeur et un agent qui représente l'acheteur. Donc on va plutôt spontanément aller en chercher un. 90% des transactions se font avec un agent immobilier, alors que le marché est quand même ultra transparent. Vous avez énormément d'informations en ligne. Vous pourriez imaginer vous débrouiller tout seul, mais non, ils ne le font pas. Donc le sentiment que j'ai, c'est que la façon de trouver un logement ou de trouver un agent pourrait évoluer. So what? La presse en sait quelque chose. Les annuaires en savent quelque chose, j'en sais quelque chose, je travaillais pour eux. Donc ça pourrait effectivement évoluer, mais le métier d'agent immobilier, lui, ne se cantonne pas à cette mise en relation. Il y a toute la partie accompagnement et dans toutes les étapes que tu as décrites, qui, elle, existera toujours. Et là, c'est à l'agent immobilier de faire la différence et d'être présent à la source. Et je dirais qu'aux États-Unis, dès qu'on parle de nouveautés techno, le réflexe, c'est de dire « Ok, je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que ça m'apporte et est-ce que c'est pertinent pour mon business ?» Parfait. Donc, pour conclure, lorsque nous sommes livrés à cette étude avec Isabelle, nous en avons tiré le constat suivant, c'est que nous n'avons pas noté de réelle volonté aujourd'hui de la part des GAFA de disrupter directement votre cœur de métier, c'est-à-dire l'intermédiation entre un acquéreur et un vendeur. En revanche, on ne peut pas ignorer évidemment une réelle volonté de rapprochement sur ce marché de l'immobilier au travers de toutes les initiatives que nous avons pu voir. Elles existent, elles sont réelles. Comment vont-elles évoluer? Nous ne le savons évidemment pas. En revanche, ce que nous pouvons constater, c'est que les GAFA pour l'instant sont plus dans un rôle d'intermédiation, un rôle de mise en relation, excusez-moi, et un rôle de pourvoyeur de leads plus qu'un rôle d'agent immobilier. Donc c'était plutôt intéressant et rassurant de se livrer à ce petit exercice. Et aujourd'hui, on a même envie de dire aux professionnels de l'immobilier qu'on peut tout à fait demain tirer profit des GAFA. On le voit maintenant avec Facebook et la marketplace qui vous donne une nouvelle visibilité qui est très intéressante. On le voit avec des partenariats qui sont mis en place, par exemple, entre Century 21 et Airbnb, qui vont tirer profit de la puissance de cette plateforme Airbnb et certainement développer une valeur additionnelle à leur business habituel. Donc, n'ayons pas peur de l'arrivée de ces géants. On peut parfaitement continuer à exercer notre métier qui est avant tout un métier de relations humaines. Et pour l'instant, c'est la conclusion que nous en avons tirée. Voilà. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions pour tenter d'y répondre. Pas mieux. Comment? Oui, si, tu peux parler, pardon, excuse-moi Isabelle. Non, mais ce matin, j'ai vu juste la fin d'un homologue américain, enfin je ne suis pas américaine, mais pour ceux qui l'ont vu, James Parsley, dans sa conclusion, disait, je ne sais pas si tu le sais Olivier, si la technologie a plus de relations avec votre client que vous-même, you're screwed, ce qui veut dire, là vous êtes mal. Tant que vous aurez ce relationnel, et derrière relationnel, il y a une dimension d'échange et de relations uniques et de service, la technologie, elle n'est qu'à votre service. Et c'est vrai que les GAFA, avec leur puissance, on est plus dans une logique d'apport technologique que dans le relationnel one-to-one. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'en vois pas. C'est qu'on a dû être super clair. Alors, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre temps et de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Merci Isabelle.